Alors, on va poursuivre notre étude des différents déterminants de la fragilité et on s'intéresse maintenant spécifiquement aux troubles de l'équilibre et des chutes avec donc notamment Madame Forest qui est ergothérapeute au sein de l'équipe mobile SSR notamment et qui se présentera peut-être plus en détail. Monsieur Pailleux qui est éducateur en activité physique adaptée et qui travaille au sein de l'ADELI. Et puis, Madame Chipot, psychomotricienne au centre hospitalier de la Tour Blanche, au pôle de rééducation. Je vais d'abord passer tout de suite la parole à Madame Forest. Je vous laisse démarrer et je lance votre PowerPoint en même temps. Merci. Du coup, moi, c'est Manon Forest. Je suis ergothérapeute. Je travaille au SMPR, la Tour Blanche à Issoudun. Et je fais aussi partie de l'équipe mobile, comme vous avez dit, Madame Thierry. Je vais vous parler surtout de l'équilibre et des chutes, un peu de la marche et des transferts et des petits conseils pour le domicile. Je commence. Du coup, les facteurs de risque de chute, ils peuvent être d'origine multiple, isolés ou combinés. Par exemple, une chute, ça peut être lié à un facteur physique, un facteur environnemental ou procédural. Donc concrètement, il faut essayer de repérer les conditions de survenue de la chute pour pouvoir agir sur les facteurs de risque. Ce qu'il faut savoir, c'est où survient la chute, dans quel environnement, si c'est à l'intérieur, à l'extérieur, avec de la lumière, sans lumière. Il faut savoir quand survient la chute, si c'est pendant le jour, pendant la nuit, si c'est après la sieste, après une prise de médicaments ou par exemple pendant les transferts. Il faut essayer de faire le lien avec le moment de la chute. Il faut savoir aussi comment survient la chute, c'est-à-dire avec quel type de chauffage, si la personne tombe en avant ou en arrière, s'il y a un obstacle sur sa trajectoire. En fonction des conditions de survenue des chutes ou des déséquilibres que vous observez, vous pouvez orienter votre recherche d'action corrective. Par exemple, si la chute est due à un obstacle, on peut essayer de l'éliminer. On peut aussi s'intéresser au revêtement du sol et à l'adhérence des chaussures avec ce revêtement. Un revêtement trop adhérent, ça va favoriser le fait de trébucher, par exemple. Si une chute se produit la nuit, il faut savoir si la personne elle allume la lumière ou pas et pourquoi elle allume la lumière ou pas. Si c'est une question d'accessibilité des interrupteurs, par exemple, ou d'habitude tout simplement. Il faut envisager la solution d'installer une chaise garde-robe pour limiter les déplacements la nuit. Et si c'est une question d'éclairage, on peut envisager un éclairage automatique ou de déplacer les interrupteurs, par exemple. C'est intéressant de savoir si une personne elle chute en avant ou en arrière. Si la personne elle chute en avant, on peut supposer qu'elle a rencontré un obstacle ou elle a été déséquilibrée par un facteur extérieur. Si elle chute en arrière, par contre, on peut chercher à évaluer si elle souffre de rétropulsion ou si la force dans ses muscles releveurs du pied elle est suffisante. Pour compenser un peu le manque de force dans les muscles releveurs du pied, c'est-à-dire que la personne va avoir un peu le pied qui tombe au niveau de la cheville, on peut étudier le chaussage et adapter un releveur mécanique sur la cheville pour compenser ça. Le plus souvent, les chutes en arrière, elles sont dues à des raideurs dans les articulations et notamment au niveau des chevilles, qui provoquent une attitude en rétropulsion. C'est-à-dire qu'au niveau de la cheville, la personne, elle ne va pas pouvoir trop bouger son articulation, elle va être fixée à un angle précis. Et du coup, on peut mettre des chaussures avec des petits talons pour déporter le poids du corps vers l'avant un petit peu, et ça recentre le centre de gravité, ce qui favorise un meilleur équilibre. Les téléalarmes, ça peut constituer une ressource intéressante en termes de complications liées aux chutes, parce que ça permet à la personne de prévenir dès qu'elle a chuté, si elle en a les capacités. Cette solution, ça reste à étudier quand même en fonction de plusieurs facteurs. Si une personne elle est équipée d'une téléalarme, il faut déterminer si elle la porte tout le temps, si elle la porte partout, et si elle l'utilise quand elle chute. Sinon, il faut essayer d'agir sur ces axes-là. Un point sur la marche et les transferts maintenant. Il est important pour prévenir les chutes et le déséquilibre d'analyser les étapes de la marche pour déterminer quelles actions correctives mettre en place. Il faut regarder comment la personne part, si elle appuie sur un pied en particulier plus que sur un autre, comment elle s'arrête, comment elle passe ses obstacles, ses changements de direction aussi. Il faut essayer vraiment de trouver dans quelle étape on voit un déséquilibre ou à quelle étape la personne risque de chuter. Les aides techniques à la marche et le chaussage, c'est important aussi. Il faut être attentif à l'adhérence des chaussures avec le sol, comme je l'ai déjà dit.
Le maintien du pied et de la cheville, ça doit être stable dans les chaussures. Et des petits talons, c'est préconisé pour un chaussage optimal, sans oublier le confort, bien sûr. Il y a une gamme de chaussures adaptées qui existe, c'est les chaussures chute, CHUT. Elles sont adaptées et elles sont remboursées par la sécurité sociale. Et le petit plus, c'est que maintenant, ils font des modèles avec un esthétisme bien plus étudié qu'avant. Le choix d'une aide technique à la marche, ça détermine aussi la sécurité des déplacements, donc si c'est un déambulateur, une canne anglaise, une canne tripode, une canne avec un embout. Il y a plein de choses qui existent, donc c'est important de faire des essais pour voir avec quelle aide la personne elle est le plus à l'aise pour se déplacer. Un petit point concernant l'accompagnement à la marche. Pour accompagner une personne à la marche, il faut lui présenter son bras et sa main en appui et pas la soutenir parce que sans le vouloir, on peut créer un déséquilibre. La personne, elle utilise votre bras en fait comme elle utiliserait une canne en s'appuyant dessus pour se stabiliser pendant que vous marchez à côté. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la photo du diaporama. Les transferts. Un transfert, c'est le passage de quelque chose ou de quelqu'un d'un lieu à un autre. Il faut privilégier les surfaces d'assises assez hautes pour pouvoir s'en relever facilement. Plus une assise est basse, plus ça va être difficile de s'en relever. Il faut faire attention au canapé parce que souvent, c'est des surfaces d'assises qui sont basses, qui sont profondes et qui sont souples. Donc, pour simplifier les transferts sur un canapé, on peut essayer d'insérer un plan dur sous les coussins du canapé. Comme ça rehausse l'assise et ça permet d'avoir un appui plus ferme pour les transferts. Il faut toujours privilégier les accoudoirs pour pouvoir s'appuyer lors des transferts et être bien centré sur l'assise visée quand on s'assoit. Avec les mains sur les accoudoirs, on est sûr de s'asseoir au milieu de l'assise. Quelques solutions qui sont faciles d'accès pour simplifier les transferts. Il y a le rehausseur de WC que vous avez en photo sur le diaporama. Vous pouvez mettre un coussin sur un fauteuil ou alors une chaise avec des accoudoirs si vous n'en avez pas. Si la personne est d'accord, on peut mettre aussi en place des rehausseurs de lit. Ça permet de rehausser l'assise parce que souvent les lits, c'est très bas. La technique pour aborder le transfert debout-assis quand on se déplace en déambulateur, on a souvent enseigné une méthode qui n'est pas forcément la plus pratique. En fait, ce qu'on peut enseigner aux gens le plus simplement possible, c'est arriver à côté de l'assise, plus ou moins de biais, et saisir l'accoudoir le plus proche, puis ensuite faire un quart de tour pour s'orienter les fesses vers l'assise et ensuite s'asseoir. J'aurais voulu vous montrer comment on fait. Je ne sais pas si c'est possible. C'est possible. On va dire que là, c'est l'assise qu'on cherche à atteindre et que moi, je suis la personne âgée. Donc, vous allez la guider pour qu'elle vienne en déambulateur. Il n'y a pas d'accoudoir sur le chaise. Se placer à côté de l'assise en imaginant qu'il y a un accoudoir ici. Peut-être un petit peu plus de biais pour avoir moins de chemin à parcourir. Venir chercher l'accoudoir le plus proche. Et ensuite, elle a juste à se déporter, chercher l'autre accoudoir et poser les fesses dessus. C'est la solution la plus facile en termes de motricité pour arriver à s'asseoir en évitant de passer à côté de l'assise et faire le moins de mouvement possible. Merci. Du coup, on peut repasser au diapo. Merci. Du coup, s'intéresser au schéma moteur utilisé pour les transferts, ça peut permettre de proposer un apprentissage d'un nouveau schéma moteur qui favorise la stabilité pour une personne. L'exemple des transferts en voiture, par exemple, c'est que la plupart des gens s'installent en voiture en rentrant d'abord une jambe, posant les fesses, puis la deuxième jambe. Quand on n'est pas très stable sur ses jambes, parfois c'est plus simple de poser les fesses sur l'assise et de rentrer les jambes ensuite, une par une, en pivotant. Et de faire l'inverse pour sortir. Du coup, en fait, une analyse de la personne, de sa façon de se mouvoir, ses capacités physiques et de ses besoins, de ses habitudes de vie aussi et de son environnement, ça peut permettre d'adapter les conseils et d'être en accord avec les envies de la personne. Ça favorise la motivation de la personne et son adhérence aux conseils donnés et aux aménagements proposés. Je fais un dernier petit point sur les conseils d'aménagement pour le quotidien. Au niveau du domicile, il y a plein de petites choses qui peuvent être déterminantes et qui sont applicables à toutes les situations. C'est d'abord avoir des espaces de circulation suffisants, retirer les tapis et les autres obstacles qui sont proches du sol, par exemple les tables basses, les fils électriques ou les paniers d'animal de compagnie, ou alors les positionner en dehors des espaces de circulation courants. Il faut avoir des meubles fixes et suffisamment lourds pour pouvoir s'appuyer dessus sans risquer d'être entraîné par le déplacement de l'appui. Et du coup, les meubles, si possible, dégagés pour pouvoir s'appuyer dessus et se stabiliser un petit peu en cas de déséquilibre. Il faut s'intéresser au sens d'ouverture des portes aussi. L'exemple des WC, c'est le plus facile à expliquer.
C'est-à-dire que si la personne est dans les WC et que la porte s'ouvre vers l'intérieur des WC, elle se retrouve dans un espace où elle est limitée pour se déplacer. Et si elle tombe dans les WC alors que la porte est fermée, on ne peut pas intervenir pour aller l'aider parce qu'elle est derrière la porte. Si on change le sens d'ouverture des portes et qu'elles s'ouvrent vers l'extérieur, déjà elle a plus de place à l'intérieur pour manœuvrer. Et en plus, si jamais il y a une chute dans les WC, on peut intervenir pour ouvrir la porte. Pour terminer, je voudrais juste dire que tout changement, même minime, dans l'intimité d'une personne, ça demeure son choix et ça peut être difficile à envisager ou à accepter pour les gens. Du coup, c'est important d'expliquer pourquoi on préconise une solution ou un aménagement pour favoriser l'adhésion de la personne à notre démarche de prévention. Et les exemples concrets, souvent, c'est plus parlant pour expliquer aux gens concernés notre démarche en termes d'aménagement de logement. L'implication de l'entourage de la personne dans notre démarche, ça peut aussi favoriser son adhésion. Par exemple, les enfants, souvent, c'est les premières personnes auxquelles on est confronté. Un échange sur des situations concrètes avec vous et des explications en présentiel, ça serait probablement plus parlant pour vous, mais n'hésitez quand même pas à poser des questions si vous en avez. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On va maintenant écouter Madame Chipot. Bonjour, donc je suis psychomotricienne au service de rééducation à Issoudun et en libéral aussi à Issoudun. Voilà, donc concernant la personne âgée, le sujet âgé fait face au fil des ans à des changements plus ou moins progressifs mais inévitables dans son habitation corporelle. Donc le sujet âgé expérimente une métamorphose de son corps, donc la peau, altération de la sensibilité cutanée, l'attitude corporelle générale change, les mouvements sont ralentis, parfois difficiles, l'harmonie globale est remise en cause, les sensibilités et les sens se modifient et perdent de leur acuité. Les fonctions psychomotrices sont influencées par l'âge chez le sujet sain ou par des troubles liés à des pathologies variées, atteintes somatiques de type neurologique, rhumatologique, métabolique ou par des perturbations psychiques. Donc l'observation prend en compte plusieurs aspects spontanés de ces fonctions, l'adaptabilité motrice, les phénomènes tonico-corporels, c'est le tonus, l'anticipation motrice du mouvement, la persévération motrice, la conservation des attitudes, l'immobilité ou le mouvement, position couchée ou debout, la rencontre et la manière de passer les obstacles, le vécu corporel affectif de la personne, sa représentation corporelle, sa perception corporelle et sa connaissance du corps. Les fonctions d'équilibration. Donc, le vieillissement se caractérise par une diminution de la réserve fonctionnelle et adaptative avec une variabilité d'un individu à l'autre. Donc, les signes d'alerte sont les déséquilibres à répétition, les vertiges, les sensations ébrileuses, la marche incertaine, la gêne fonctionnelle, les troubles du comportement, les désorientations temporo-spatiales. Le vieillissement des fonctions d'équilibration, donc les fonctions sensorielles comme la vue, l'audition, le toucher, la méconnaissance progressive de son schéma corporel, la sidération des réflexes de protection, l'amenuisement des fonctions supérieures, donc diminution de la vigilance, augmentation du temps de réaction, la démotivation, les troubles de l'humeur, perte de l'efficience des muscles antigravitaires, les troubles orthopédiques et podologiques comme les corps, algus, valgus, mauvais chaussage. Je voulais aussi vous parler de la proprioception. Donc, c'est ce qui rend conscient l'activité des muscles, des tendons, des articulations et de l'équilibre. Elle renseigne aussi sur le tonus musculaire, dans l'état de tension dans lequel se trouvent les muscles et les groupes de muscles. La proprioception aussi permet l'évaluation de la position dans l'espace des différents segments des membres du corps, des changements de position, du mouvement, de sa direction, du sens du mouvement et de sa vitesse. Voilà. Donc nous, en psychomotricité, notre objectif d'une manière générale, c'est avoir une meilleure connaissance du corps dans le senti, dans le vécu, le parler et la pensée.
et rechercher un mieux-être. Donc, ceci passe par l'écoute de la personne, ce qu'elle en dit de son corps, de son vécu, prise de conscience qui existe entre les parties et la globalité, sa passivité, son mouvement, l'approfondissement des liens propres à chacun entre ses sensations, ses émotions et ses pensées, une harmonisation de l'unité somato-psychique, une utilisation plus adéquate du corps instrument dans le temps et l'espace par le mouvement, une appropriation plus franche de son identité de sujet existant qui améliore sa communication avec lui-même et avec autrui. L'acceptation du vieillissement et l'élaboration des pertes permettent de nouveaux investissements corporels et on accorde une grande importance sur apprivoiser son corps, se sentir un être aimable et comportant des valeurs estimables. Donc, pour pouvoir repérer ces éléments importants sur le plan corporel et aider le sujet à les identifier, puis trouver un meilleur mode d'être dans son corps en relation à autrui. Dans les moyens, on peut travailler sur les parcours moteurs, sur la relaxation, stimulation sensitive, sensorielle, voilà, et toujours en accord avec la personne. J'allais dire âgée, mais voilà. Si vous avez des questions, plus de renseignements, vous pouvez m'appeler. Merci déjà pour ces deux premières interventions qui se complètent effectivement sur. On est toujours dans ce champ de l'attention portée à la personne et donc à s'intéresser aux émotions et à l'environnement dans lequel la personne se trouve, qui vont être les deux champs qui vont permettre de faciliter ou pas le repérage dans l'espace. On va compléter avec Monsieur Payeux, puis on reviendra après sur un temps d'échange. Donc là, voilà, concrètement, l'activité physique. Donc je vous laisse vous présenter pendant que je mets votre diaporama. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Steven Payeux. Je travaille à l'ADELIC, qui est une association de profession sport du département de l'Indre. Et donc je suis enseignant en activité physique adaptée. Donc un diplôme qui vient du cursus STAPS. Donc aujourd'hui, on va parler surtout sur la prévention des chutes et donc l'activité physique. Qui va permettre un petit peu de traiter sur ce sujet-là. Il me paraissait important au départ de rappeler un petit peu quelques définitions. Ça marche. Très bien, parfait. On voit toutes les notes, donc c'est pas parfait. Dans un premier temps, on va définir un petit peu le vieillissement pour se dire que, en fait, vieillir, c'est pas une maladie. C'est totalement normal, c'est juste un état physiologique qui vient avec l'avancée en âge. Avec cela, donc redéfinir un petit peu la notion de santé. De la même manière, être en bonne santé, c'est pas simplement avoir une absence de maladie. C'est défini comme un état complet de bien-être sur différents plans, physiques, psychologiques, mais aussi social. Et d'ailleurs, l'OMS va définir cette capacité, le fait de vieillir en bonne santé, comme étant le fait de pouvoir continuer à faire des choses qui sont importantes pour nous. Donc, ça va être vraiment d'une personne à une autre. Le fait de vieillir en bonne santé va être différent d'une personne à une autre, puisqu'on a forcément des activités qui nous sont chères de manière différente. Il me paraissait aussi important de parler de l'espérance de vie sans incapacité. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'espérance de vie. Pour donner un petit peu des chiffres, en France, on est à 79 ans chez les hommes et 85 ans chez les femmes. Mais cette espérance de vie sans incapacité, en fait, c'est le nombre d'années qu'on peut espérer vivre sans avoir une limitation des fonctions physiques ou sociales, intellectuelles. À partir de 65 ans, chez les hommes, cette espérance de vie, elle est de 11 ans. C'est-à-dire que pendant 4 années, il y a des risques de vie avec certaines incapacités. Et chez la femme, elle est de 10 ans. C'est-à-dire que là, chez la femme, on est à 10 années de vie avec une incapacité. Rapidement ensuite, le terme de chute va être défini comme étant le fait de se retrouver dans un état inférieur à l'état de départ avec des conséquences qui sont plus ou moins importantes, en particulier sur le plan physique. Et un terme qu'on va beaucoup utiliser sur celui de l'équilibre. L'équilibre, c'est simplement le fait de réussir à maintenir
cette projection de notre centre de gravité au sein de ce qu'on va appeler le polygone de sustensation. Donc, c'est une surface imaginaire au sol qui va être définie un petit peu par la position de nos pieds. Donc, si j'ai à avoir des pieds resserrés ou les pieds écartés, le polygone ne va pas être de la même taille, il va être plus ou moins facile de maintenir son équilibre. Ensuite, quelques données un petit peu sur les chutes chez les seniors. Il faut savoir qu'il y a près de 9000 décès par an chez les plus de 65 ans qui sont associés à une chute. Chez les plus de 65 ans, on a à peu près 30% des personnes de plus de 65 ans qui vont faire une chute dans l'année et 15% qui vont en faire au moins deux. En sachant que sur ces personnes qui chutent, dans 90% des cas, il y aura une fracture, que ce soit du panier ou de la hanche. Et dans 60% des cas, on a une atteinte à la tête. Et quand on arrive au-delà de 80 ans, on est à quasiment 50% de la population qui va faire au moins une chute par an. En sachant que les comorbidités, telles que Parkinson, l'ostéoporose, peuvent augmenter le risque de chute et surtout le risque d'invalidité qui sont liés à la chute. Les causes de ces chutes, de manière générale, on va retrouver dans 41% des cas un déséquilibre lors de la marche. On trouvera aussi dans 20% des cas un mauvais équilibre dans la marche, 21% des cas le fait de trébucher, il y a un obstacle, et dans une dizaine de pourcents des cas, une perte de support, que ce soit la coudoir de la chaise quand on se relève, ou alors l'aide à la marche. Je voulais aussi vous faire un rapide rappel un petit peu sur les différents systèmes qui vont jouer un rôle dans l'équilibre. Et nous, en activité physique, sur quel système en fait on va le plus intervenir. Donc, dans un premier temps, on a le système vestibulaire qui se situe au niveau de l'oreille interne avec les canaux circulaires. Et pour repérer un petit peu, pour nous dire qu'il peut y avoir un déficit sur ce système-là, on demande simplement à la personne de faire un signe de oui ou non avec la tête. Et si on remarque en position debout ou assise un déséquilibre au niveau de cette personne, on peut suggérer qu'il peut y avoir une atteinte sur ce système vestibulaire. Le second système important dans l'équilibre, c'est la vision. Donc là, on sait qu'avec l'avancée en âge, on a tendance à avoir une perte d'acuité et une restriction du champ visuel qui peut justement nous empêcher de voir un obstacle et donc de trébucher dessus. Et le système suivant, le système proprioceptif, donc là, lié avec des récepteurs, surtout au niveau de la plante des pieds, mais également au niveau musculaire et articulaire, qui nous permettent à chaque instant de savoir dans quelle position se trouve notre corps dans l'espace. Et donc là, en général, on va remarquer une augmentation du polygone de sustensation, c'est-à-dire que des personnes en position debout vont avoir tendance à écarter un petit peu plus les pieds pour pouvoir être plus facilement à l'aise sur leur équilibre, ou alors d'avoir besoin d'une aide pour se tenir debout. Donc, nous, en activité physique, on va travailler au niveau du système musculaire, donc qui intervient dans le système proprioceptif, par exemple. Au niveau du système musculaire, on observe beaucoup de fatigue avec, par exemple, des durées de marche, de promenade qui vont se réduire de plus en plus, des difficultés, par exemple, quand on va se relever de sa chaise, à s'appuyer sur la coudoir pour se relever. Mais on interviendra aussi sur le système de production des pas, un système assez particulier puisque quand on marche, on est en permanence en train de créer un déséquilibre qu'on va rééquilibrer. Et en général, on va remarquer sur ce système une lenteur sur les pas, une réduction du pas, c'est-à-dire qu'on va poser le pied un petit peu moins loin lors de la marche, ou alors on va avoir besoin d'une aide technique pour se déplacer. Donc à partir de là, je vais vous présenter ensuite un exemple un petit peu concret d'intervention. Cet exemple, il est tiré du papier de Rodriguez sur des exemples de pratiques pour la prescription d'activité physique chez les seniors. Oui, là, c'était juste une présentation rapide d'autres facteurs qui pouvaient être précipitants pour les personnes âgées. On peut passer. Donc, l'exemple concret, je vous disais, est tiré du papier de Rodriguez qui présente un petit peu des conseils pratiques pour la prescription d'activité physique chez les seniors. Dans un premier temps, donc la présentation de la personne qui est une dame de 77 ans qui vit en couple,
qui a du diabète, une hypertension. Elle aime beaucoup donc jardiner, passer du temps avec ses petits-enfants. Cependant, cette dame, au cours des 6 derniers mois, a fait 3 chutes. Et lorsqu'elle marche, qu'elle promène son chien, sa durée de marche est réduite à une dizaine de minutes. Elle a besoin de faire régulièrement des pauses, puisqu'elle a une perte d'équilibre et de vitesse de marche qui vient progressivement lorsqu'elle se déplace. Donc, dans un premier temps, on va faire quelques tests avec cette personne-là. Le premier test, assez facile et rapide à exécuter, le Time Up and Go, qui consiste à se relever de sa chaise, marcher 3 mètres devant soi, faire demi-tour et venir se rasseoir sur sa chaise. Pour ce test, si on met plus de 13 secondes pour faire ce test, on peut estimer qu'il y a un haut risque de chute. Le second test, le Berg Balance Well, lui, essentiellement sur l'équilibre, comme son nom l'indique. On a 14 items d'équilibre sur ce test, qui sont le fait de s'asseoir, l'équilibre assis, l'équilibre debout, l'équilibre quand on se relève, qu'on s'assoit, ou l'équilibre en transfert. Donc voilà, différents items qui sont abordés. Et là, dans ce test, donc un total de 56 points. Et si on a un total inférieur à 20, on a un risque élevé de chute. Un autre test un peu plus complet qui reprend un petit peu le Time Up and Go, mais de manière plus complète, le Performance Oriented Mobility Assessment, un nom un peu barbare, mais on l'appellera le POMA pour les intimes. Ce test, donc comme je disais, comme le Time Up and Go, on aura des exercices d'équilibre comme le Berg Balance Well, mais aussi des exercices où on va analyser la démarche. C'est-à-dire, combien d'essais il faut à la personne pour démarrer sa démarche, quelle est la longueur du pas, est-ce qu'elle a besoin d'une aide pour marcher? Voilà. On va aussi analyser le déplacement. Donc, chez cette personne que je vous présentais, on va surtout travailler sur l'équilibre, en particulier l'équilibre lors de la marche et un petit peu de renforcement musculaire aussi allié à cet équilibre. Donc, pour vous présenter quelques exercices, donc, par exemple, on effectuera donc 8 à 10 répétitions d'exercice sur chaque exercice où on va les répéter 2 fois. Et cette intervention va durer 45 à 50 minutes et il sera répété 3 fois sur la semaine. Donc, premier exercice, un exercice de relevé de chaise. La personne est assise sur sa chaise avec un bâton qu'on va lui demander de tenir dans le dos pour garder la position du buste droit et des pieds qui seront ancrés au sol. Ce qu'on va demander à la personne, c'est de se pencher légèrement en avant et de prendre appui sur ses pieds pour se relever, pour vraiment mettre en route et utiliser les muscles au niveau de la jambe et des fessiers pour s'aider à se relever. Deuxième exercice qu'on lui fera faire, des exercices de pompe contre le mur avec les 2 pieds qui seront resserrés. On peut également utiliser un élastique accroché au mur où on va lui demander de tirer l'élastique vers le bas et ensuite un travail avec un step. Alors, dans un premier temps, on s'adaptera forcément à la personne et dans un premier temps, on peut juste simplement simuler un step au sol avec du ruban ou n'importe quoi et progressivement avoir un step avec des hauteurs plus ou moins élevées. Donc, on va travailler sur des montées, descentes de step et avec quelques pas aussi un petit peu pour travailler l'équilibre de différentes manières. Et on travaillera aussi un petit peu sur la démarche en proposant par exemple de marcher en ligne droite, d'essayer de marcher sur une ligne, de croiser légèrement les pas. Voilà. On s'adaptera aussi à la personne en fonction pour les exercices qu'on lui proposera sur sa démarche. Il faut savoir que sur on pourra aussi varier donc le nombre de séries, les répétitions et les résistances sur chaque exercice. Il faut savoir que ce genre de protocole, la méta-analyse de Tricot en 2017 a montré que ce genre de protocole avec 3 interventions par semaine baissait le risque de chute de 17%. Et lorsqu'il y avait une chute, ça baissait le risque de fracture de 49%. Ce n'est pas inintéressant. Je vais vous présenter deux autres études qui peuvent être intéressantes. Donc les COCEBO, qui se déroulent en France, c'est anciennement peut-être, vous connaissez sous le nom de l'étude Préfrac. Donc là, 700 femmes sur toute la France qui ont été suivies pendant 2 ans avec une séance par semaine, mais également avec un panel et une prescription d'exercices à domicile. Chez ces personnes, il y a eu une réduction de 19% du risque de chute avec blessure.
mais également une réduction de 17% du risque de blessure grave lorsqu'il y a une chute. On a également l'étude Cochrane en 2019 qui a regroupé une centaine d'essais, mais seulement 81 ont été retenus dans une vingtaine de pays. Et là, on a des interventions qui sont mixées avec pas forcément de l'activité physique adaptée, mais également des interventions avec les kinés, où on va réduire le nombre de chutes de 25%. On va réduire le risque de chute chez la personne de 15%, mais également, lorsqu'il y a une chute, on réduit le nombre de fractures de 27%. Donc, pour résumer un petit peu, on a avec l'avancée en âge des risques de chute qui vont augmenter et avec des conséquences qui sont plus ou moins invalidantes. Cependant, avec un protocole en activité physique adapté, on va diminuer le risque de chute, mais quand les chutes vont survenir, les conséquences vont également être moins graves. Mais il est également aussi important de préciser que l'activité physique seule ne fait pas tout et qu'on va avoir besoin d'interventions pluridisciplinaires. Je vous le disais tout à l'heure, 17% de risque de chute en moins et 49% de risque de blessure en moins lorsqu'il y a une chute, seulement avec l'activité physique. Si on y ajoute une correction de la vision, une adaptation de l'environnement et du matériel, on va avoir un risque de chute qui va monter à 47% de réduction et même un risque de fracture qui va baisser de 70%. Donc voilà, les interventions pluridisciplinaires vont vraiment permettre de potentialiser les effets. À la suite de ça, il me paraissait intéressant aussi de vous présenter deux applications mobiles. La première est Cop Monitor, qui a été créée par le Gérontopole de Toulouse, qui, elle, est plus pour but de faire un bilan de la personne. Pas forcément un bilan en termes de conditions physiques, mais également en termes de mémoire et d'autres petits aspects, donc qui peut être intéressant à utiliser, facile d'utilisation, et qui pour les résultats qui peuvent être utiles après pour différents professionnels, que ce soit kinés ou enseignants après. La seconde application, Plug Yourself, qui, elle, par contre, a plus pour but d'aider la personne âgée à pratiquer quotidiennement au domicile, avec des exercices qui seront plus ou moins adaptés, qui seront même plus adaptés à la personne. Je terminerai mon intervention en rappelant les recommandations de l'OMS concernant les plus de 65 ans, à savoir qu'il est conseillé de faire au moins 150 minutes d'activité physique dite modérée, ou alors 75 minutes, au minimum, c'est 75 minutes d'activité intense. Alors, sachant que il est fort par semaine, oui, pardon, par semaine, en sachant qu'il n'est pas forcément obligé de se dire aujourd'hui je fais mes 150 minutes et c'est fini, je fais plus rien de la semaine. Voilà, l'idée c'est de réussir à avoir une pratique qui va être pérenne dans le temps. Ensuite, conseiller également au moins 3 fois par semaine de porter l'accent sur des activités qui vont travailler l'équilibre fonctionnel, c'est-à-dire l'équilibre dynamique. Également, au moins 2 fois par semaine, des activités de renforcement musculaire. Et surtout, le plus important, je dirais, c'est surtout de limiter la sédentarité et de réussir à remplacer au maximum les temps d'inactivité par des temps d'activité physique de n'importe quel niveau, que ce soit faible ou intense. L'important, c'est de vraiment limiter ces temps de sédentarité. Et ça pour tout type de population. Voilà, merci pour votre écoute. Merci pour vos 3 interventions qui étaient très riches et qui se complètent. On voit effectivement un certain nombre d'éléments qui interviennent sur la capacité à se déplacer au quotidien et sur les risques de chute. Sandra, est-ce qu'il y a des questions à partager? Alors, n'hésitez pas toujours à continuer à poser vos questions dans le chat. Alors, la première question qui concerne plus donc, le domaine de l'ergothérapie. Pouvez-vous expliquer, par exemple, une intervention à domicile ou une intervention de l'équipe mobile SSR? Je retire ça pour qu'on entende bien.
Du coup, il faut savoir que pour solliciter l'équipe mobile SSR, il y a un formulaire à remplir. Donc, la demande, souvent, elle passe par des professionnels. Ça peut être votre médecin généraliste ou un organisme qui intervient à domicile. Donc, pour tout ce qui est aide à domicile, c'est intéressant de le savoir. Il faut faire une demande et dans laquelle il faut essayer de préciser les objectifs en termes d'indépendance et d'autonomie, c'est-à-dire cibler les difficultés. Il faut essayer de dire de quoi la personne a besoin, là où est-ce qu'elle rencontre des problèmes. Et ensuite, il y a une évaluation du dossier où on décide qui intervient. Est-ce que c'est l'assistante sociale, l'ergothérapeute? Est-ce qu'on a besoin de faire intervenir les deux? Est-ce qu'on a besoin de faire un bilan plus poussé? Ça arrive des fois aussi pour avoir une meilleure idée de la situation complète. Et ensuite, on intervient généralement à domicile, donc où on rencontre la personne, les aidants, si le problème, si les situations problématiques sont en lien avec les aidants, et si c'est leur demande à eux, ça peut arriver aussi, d'avoir des conseils, par exemple sur un transfert, sur l'utilisation d'un matériel, ça peut être vraiment très varié comme demande. Et suite à cette visite à domicile, donc on propose des solutions, des conseils, et on fait un compte rendu pour ensuite voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous allez montrer à la personne des gestes ou des changements d'habitude, d'autres manières de se déplacer? Et on montre ce qu'on juge pertinent par rapport à la demande. On peut montrer comment on utilise tel matériel, laisser des fiches techniques pour s'en souvenir avec des photos. On fait ce qu'on estime être nécessaire pour simplifier la vie des gens à domicile. Et est-ce que vous allez proposer des modifications de l'aménagement du domicile? Alors du coup, ça va se faire en collaboration avec l'assistante sociale. Si jamais il y a des travaux ou des modifications en termes d'aménagement, vraiment de gros aménagements, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner des conseils, mais nous après on ne réalise rien. On va pouvoir faire un compte rendu avec les conseils qu'on propose, éventuellement des plans pour que les personnes visualisent bien ce qu'on pense être le plus pratique. Oui, ça peut se faire. Merci. Alors, une question pour Madame Chipot. Une question très technique, effectivement. Vous avez parlé de somatopsychie. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus dans le détail? Psychisme, peut-être. Alors, en fait, c'est le lien entre comment la personne... somato, c'est le corps, et psychique, c'est la pensée. Donc, c'est faire le lien un peu entre les deux, quoi. Voilà, comment la personne utilise son corps en lien avec sa pensée. Alors, et en même temps, sa pensée et son humeur, quoi, aussi. Donc, si, par exemple, quelqu'un de dépressif, et par exemple, elle va rester tout le temps allongée, par exemple, dans son lit. Elle ne va pas vouloir bouger. Voilà. Donc, voilà, c'est l'observation de son corps, ce qu'elle en fait de son corps, en fonction de son état psychique. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer comment vous entrez en lien avec la personne pour essayer de faire en sorte que ses émotions ne soient pas un frein à sa mobilité, en fait? En s'approchant, en discutant, en essayant de voir qu'est-ce qui ne va pas, oui, voilà, la faire un peu parler. On peut avoir aussi un contact corporel, quoi. On peut utiliser des massages parce que c'est des kinés qui font massage, mais contact corporel, présence. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles? Il peut y avoir parole ou sans parole, quoi. Juste par des mimiques. Oui, si une personne a une difficulté à parler, juste oui, des mimiques, des sourires, pas de sourire, les yeux fermés, les yeux ouverts, tout ce qu'on appelle la communication non verbale, quoi. C'est important à voir, quoi. Des signes peut-être de mal-être. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'en vieillissant, puisque pour revenir à notre préoccupation du repérage des fragilités, est-ce que quelqu'un qui traînerait, on va dire entre guillemets, des vieilles histoires de son histoire personnelle, des sentiments qui peuvent être plus ou moins négatifs, est-ce que ça veut dire qu'on peut encore travailler dessus en avançant en âge pour que ça soit moins invalidant dans la vie quotidienne? Oui, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est âgé que il n'y a plus rien, quoi. C'est au contraire, quoi. Justement, j'ai l'impression que ça peut remonter aussi toutes ces émotions un peu, le vécu
l'habitude avant, ils parlent beaucoup, du coup ça revient vite. Essayer de rassurer, enfin, ou d'accueillir tout ça et d'être présent corporellement auprès de la personne. La présence, c'est très difficile à décrire, mais enfin voilà, après oui, effectivement, on n'est pas obligé de parler, enfin, ou alors, enfin, soit un dialogue se fait, soit s'il n'y a pas de dialogue, juste une main posée, enfin, sur une main ou sur un bras, sur une jambe, enfin, ça peut être suffisant pour rassurer. Très bien, je pense que c'est plus, non, c'est quand même plus clair, parce ouais. qu'effectivement, le métier de psychomotricienne n'est pas forcément bien appréhendé. Une dernière question pour Monsieur Pailleux. Je pense qu'on a tous bien compris donc l'importance de garder une activité physique régulière, adaptée, avec des moments plus intenses que d'autres. Il y a peut-être juste un point qu'on peut souligner aussi, c'est l'intérêt d'avoir une activité physique en groupe qui maintient aussi une motivation. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais les études que je vous ai présentées, c'était des interventions en groupe. Comme je l'ai présenté au départ sur cette santé qui reprend aussi le bien-être social, c'est vrai que oui, chez les seniors, c'est vraiment très important. Et personnellement, nous, avec l'association, tous les cours que je réalise avec les seniors, ce sont des cours collectifs. Donc, c'est vraiment important pour le social et c'était d'autant plus important là avec des confinements où on a continué les cours en vision. Alors, pas forcément évident pour le public senior de s'habituer à la visio et l'utilisation des écrans, mais on a quand même eu une bonne participation et voilà, ça leur a permis aussi de garder le lien puisque à travers les écrans, ils ont quand même pu discuter et surtout aussi rester actifs. Merci. Donc, on a une question sur oui, une question sur le circuit du repérage. En fait, effectivement, donc si on détecte chez une personne âgée isolée des fragilités, à qui on signale. Je propose qu'on revienne sur cette question plutôt en fin d'après-midi. On va terminer de faire le tour des déterminants. Mais c'est effectivement une très bonne question et c'est bien l'objet de tout ce travail qu'on fait en commun aujourd'hui, d'être en capacité collectivement de repérer les personnes fragiles et de leur proposer des réponses pour qu'elles puissent retourner vers un état de robustesse. Mais on y reviendra, on ne perd pas la question de vue.